le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. Nous avons choisi de mieux nous informer pour mieux agir, c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des États-Unis. Cet État est grand comme la moitié de la France. Il est relativement peu peuplé et il est tristement célèbre pour ses activités nucléaires. C'est dans cet État qu'a eu lieu le premier essai de la bombe atomique. C'est aussi au Nouveau-Mexique qu'a été développé le projet Manhattan, donc le développement des bombes atomiques à partir de 1945 sur le site de Los Alamos. Il y a des centaines de mines d'uranium à l'ouest et au sud-est. Il y a le tristement célèbre WIPP, qui est le centre d'enfouissement de déchets radioactifs, qui a connu une fuite phénoménale en 2014. Alors toutes ces installations et tous ces essais nucléaires, ces installations se trouvent sur des territoires indiens, des territoires autochtones, que ces populations, ces tribus habitent depuis des millénaires et de façon pacifique. On va écouter aujourd'hui le témoignage de Leona, je n'écorche pas son nom j'espère, Leona Morgan, qui vit à Albuquerque. Elle fait partie de la tribu des Diné et elle milite contre le nucléaire en informant les populations des dangers liés aux 520 mines d'uranium abandonnées identifiées au Nouveau-Mexique, sachant qu'il y en a plus de 15 000 sur tout le territoire des États-Unis. Cet enregistrement qui a pour thème le nucléaire et la colonisation a été pris pendant le Forum social mondial antinucléaire qui a eu lieu à Paris en novembre dernier et qui a regroupé des centaines d'opposants au nucléaire venus du monde entier. Alors, il n'y avait pas de version originale disponible sur cette vidéo, donc je vais assurer la traduction simultanée du témoignage de Léona. On y va. Leona Morgan Yinshka Twitch ini nashlet sanabli bashichin kia ani dashiche tohoglini dashinala. Je viens de me présenter de façon traditionnelle avec le nom de mon clan. C'est la façon traditionnelle de notre gouvernance, de comment nous nous identifions en tant que peuple. Je vais vous proposer des informations très denses, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Évidemment, la radio, c'est un peu compliqué de montrer les diapositives. Donc on installe les diapositives. Ma présentation s'intitule « Le colonialisme nucléaire » et certains des sujets que je vais traiter comprennent l'histoire du nucléaire sur les terres autochtones aux États-Unis et en me focalisant sur mon peuple, les Diné, et je veux parler de l'État aussi duquel je viens, le Nouveau-Mexique, et enfin des menaces actuelles sur la solidarité et l'organisation des peuples autochtones. Je commence avec une liste des lois qui ont permis à l'extraction de l'uranium de se produire sur nos terres. Tout a commencé avec ce document important, pas pour nous, mais dans le vol de nos terres. C'est ce qui a
rendu légitime le vol de nos terres. C'est l'exploration par les Européens du colonialisme occidental. Cette doctrine a été signée en Europe, mais elle a été codifiée et utilisée aux États-Unis, tout d'abord par le juge à la Cour suprême, juge Marshall, qui l'a transformée en une loi des États-Unis, en fait, pour rendre légal le fait de prendre nos terres. Il y a d'autres outils qui ont autorisé la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, de l'extraction de l'uranium jusqu'aux activités comme le stockage des déchets. Je vais parler un petit peu plus de la formation des nations indigènes en tant que gouvernement des tribus, mais auparavant, je vais parler de la loi sur l'extraction. C'est une loi, je vais arrêter 30 secondes, donc elle nous présente, parce qu'elle parle très très vite cette dame, donc elle nous présente la loi sur l'extraction minière, c'est le Mining Law de 1872, donc qui a été créé pour faciliter l'expansion des colons vers l'ouest. C'est basé sur la doctrine de Manifest Destiny, alors ça je fais une petite parenthèse. C'est l'idéologie au XIXe siècle selon laquelle les Américains avaient pour mission de répandre la démocratie, entre guillemets, et la civilisation, entre guillemets, vers l'Ouest. Donc, cette loi autorise l'extraction de plusieurs minerais de roches dures sur des terres publiques, alors que toute la terre nous appartenait. Il y a une loi similaire au Canada. Les territoires publics comprennent aux États-Unis les parcs nationaux, le bureau de gestion des terres, et aujourd'hui un grand nombre de nos lieux sacrés sont sur ce type de territoire. Par exemple, le Grand Canyon, qui a des centaines de concessions minières qui découlent directement de cette loi. Ça ne coûte quasiment rien aux compagnies d'extraire du minerai. Ils peuvent extraire les valeurs pour des milliards de dollars et ils ne sont censés payer au gouvernement des États-Unis que quelques dizaines de dollars par an. L'intention de cette loi était d'autoriser l'extraction manuelle des minéraux. On voit l'image d'un mineur avec un âne. Mais aujourd'hui, c'est pas une façon normale d'acquérir de la terre. Mais aujourd'hui, ce système est utilisé par les grandes entreprises internationales, les entreprises multimilliardaires. Et la loi n'a pas changé depuis 1872. C'est un des obstacles majeurs dans notre lutte. Un autre outil utilisé par le gouvernement des États-Unis pour s'approprier la terre, et là, elle nous montre le Dawes Act, une loi de 1887. Donc cette loi, permet en fait de vendre par concession, mais on va voir ça. Donc nous ne considérons pas la terre comme une propriété privée. Nous considérons la terre différemment. C'est notre mère. La terre pour nous est quelque chose que nous honorons et que nous respectons. Nous devons la protéger.
Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient et que nous exploitons et détruisons. Donc avec cette loi, le gouvernement des États-Unis a pris des parties du territoire et les a divisées pour en permettre l'acquisition par des propriétaires privés. Depuis cette loi, les peuples autochtones ont acquis des terres et certains d'entre eux veulent en fait aussi développer l'uranium puisqu'ils sont propriétaires de leurs terres et revendiquer des droits sur le sol et sur l'eau. Le résultat de cette loi a créé des zones qu'on dit en damier. Dans ma région, dans certains cas, le sol appartient à quelqu'un et le sous-sol à d'autres personnes. Donc en fait, ça a créé cette façon de diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, on se bat au sein de notre propre peuple sur des questions d'extraction de minerais. Donc là, elle nous a montré une carte où on voit effectivement la division de tout ce territoire qui était commun et public en tout petit damier. Donc il y a des multiples propriétaires. Un autre outil a été le chemin de fer. Pour étendre le chemin de fer d'un océan à l'autre, les États-Unis se sont accaparés des terres et toutes ces terres nous ont été volées. Donc maintenant, elle va nous expliquer en fait la formation des gouvernements indiens. Comme bon, on va voir ça. Maintenant, je vais vous parler de la formation de nos gouvernements. Je suis une Diné. Notre peuple s'appelle Diné. Chaque tribu a son propre nom. Nous avons notre culture, notre langage, que la plupart d'entre nous utilisons aujourd'hui. Mais quand le gouvernement des États-Unis a créé les périodes de fédération des Indiens, hein, c'est où le gouvernement des États-Unis a décidé de fédérer les Indiens, comme ils ne pouvaient nous exterminer tous, ils avaient déjà essayé le génocide, mais ça n'a pas marché, donc ils ont dû déplacer des populations. Vous avez peut-être entendu parler du Trail of Tears, le sentier des larmes. Le sentier des larmes, c'est en fait quand tous les Indiens à l'est du Mississippi ont été déplacés à l'ouest sur des terres généralement arides et peu propices. Mon peuple a eu suffisamment de chance pour rester là où ils étaient, sur la terre de nos ancêtres. Mais le gouvernement de la nation Navajo a été formé pour que les États-Unis puissent signer des contrats de location pour l'exploitation du charbon et pour permettre des accords avec notre peuple pour extraire du charbon de nos terres. Ça a commencé avec le traité de 1868, puis le territoire Navajo s'est étendu par la suite. Notre gouvernement a été formé dans les années 1920 et c'est devenu une sorte de copier-coller du gouvernement des États-Unis avec un gouvernement et 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, mais ça n'est pas la façon traditionnelle de gouverner de nos peuples. Quand je me suis présentée, c'était avec le nom de mon clan.
qui nous vient de nos mères. Nos sociétés sont matriarcales et le système de clan facilite non seulement la relation familiale, mais aussi c'était un système pour assurer nos méthodes traditionnelles de gouvernement et aussi des méthodes pour se soigner. Donc aujourd'hui, nos hommes et femmes médecine continuent d'utiliser nos cérémonies traditionnelles et nos prières. C'est un peu difficile à expliquer, mais la loi naturelle est ce qui devrait être la loi. C'est la loi suprême. Ça devrait être la loi suprême et non le gouvernement fédéral comme il le revendique. Donc nous honorons ce monde naturel et c'est au-dessus de nous. Et les hommes et les femmes médecine aujourd'hui expliquent et aident les gens à comprendre de façon traditionnelle ce qu'il convient de faire et comment utiliser la terre. Mais aujourd'hui, tout est contrôlé par ce gouvernement à l'occidental. Et comme tous ces gouvernements, ils veulent développer les ressources pour des profits économiques. Donc, la différence fondamentale entre ce qu'est un dîner, mon clan, et la nation Navajo, c'est que, en tant que dîner, nous croyons que nous avons émergé de la terre entre ces 4 montagnes sacrées. Ces 4 montagnes sacrées, elle nous montre les 4 montagnes sacrées sont aujourd'hui en dehors du contrôle de la nation Navajo. Il y a aussi une voie de chemin. Ah oui. Excusez-moi, j'ai fait. Donc elle nous explique en fait que oui, aucune de ces montagnes sacrées sont aujourd'hui sur les territoires Navajo. Il y a aussi un chemin de fer, une route nationale. Il y a un réseau très important de routes qui traversent ce territoire. Il y a une grande différence entre la nation Navajo, qui est le gouvernement, et un système très colonisé et qui opère au sein du système fédéral. Mais les véritables façons traditionnelles de se comporter sont d'utiliser nos médecines et nos lieux sacrés. Dans le programme, il est indiqué que je suis Navajo, mais nous n'utilisons pas ce mot pour nous définir. Nous n'utilisons que le terme dîner. C'est pour ça que je me suis présentée de façon traditionnelle. On va arrêter là. Je voudrais arrêter le... Voilà, on va passer une petite musique traditionnelle de la tribu dont vient Léona. Shane, Nanoha.
On va reprendre le cours de la conférence, enfin de la présentation qui a été donnée au dernier Forum social mondial antinucléaire qui a eu lieu en novembre de l'année dernière à Paris. Voilà, on écoute la présentation de Leona Morgan, qui est donc indienne d'Iné. On a entendu une musique de sa tribu juste avant. Et donc, c'est une tribu du Nouveau-Mexique sur laquelle l'activité des nucléocrates a été plus qu'intense. Donc maintenant, elle va vous parler plus spécifiquement des mines d'uranium dans la nation Navarro. Et je vais essayer de suivre. Elle parle très vite, cette dame, donc j'essaye de faire la traduction en même temps. J'espère que tout va bien et que c'est compréhensible. C'est parti. Ah, on a raté un petit morceau, mais c'est pas grave. Donc en fait, elle parle de l'exploitation des mines d'uranium aux États-Unis qui, avant les années 70, n'étaient pas réglementées, en fait. Donc c'est à partir du début des années 70 que le gouvernement fédéral a créé un processus de participation du public. Donc avant cette date, il n'y avait pas de participation publique et bien entendu pas de consultation des tribus autochtones. Aujourd'hui, quand l'Agence de protection de l'environnement permet aux entreprises d'exercer des activités qui auront un impact sur les terres, elles sont obligées non seulement de faire appel à la participation publique, mais aussi à la consultation des tribus autochtones. Mais c'est un processus très minimal, c'est très manipulé et la plupart du temps, nos représentants n'ont pas une place autour de la table égale à celle des entreprises. Donc là, elle est en train de nous montrer une carte où figurent les 15 000 sites miniers abandonnés dans le pays. Quand l'extraction avait lieu avant que la loi ne soit passée, il n'y avait aucune obligation pour les entreprises de nettoyer l'uranium, en fait. Ils étaient donc autorisés à extraire l'uranium et à laisser sur place les déchets radioactifs. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de loi qui oblige à nettoyer toutes ces mines d'uranium abandonnées. Tout ça a été utilisé évidemment pour fabriquer des armes nucléaires. C'était avant les années 60, avant l'arrivée des réacteurs nucléaires.
Et c'est pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, plus de 70% de l'extraction de l'uranium se fait sur des territoires autochtones. Nous avons tous des histoires similaires quant à l'impact de l'uranium sur nos cultures, sur notre santé et sur notre eau. Donc elle nous montre là une carte de la nation Navajo qui a 522 mines d'uranium abandonnées. C'est le seul endroit aux États-Unis où l'on nettoie, entre guillemets, ces mines. Mais ces mines sont très, très, très difficiles à nettoyer et quand c'est fait, c'est mal fait. La contamination radioactive touche l'eau, l'air et a un impact sur toute la communauté. Donc elle nous montre une diapo. Elle voulait signaler que la fuite la plus importante radioactive provenant d'un centre de traitement d'uranium s'est produite sur des territoires autochtones et personne n'en a entendu parler. C'est la fuite de Church Rock. Il y a environ 4 milliards de litres de déchets radioactifs qui se sont déversés. C'était en 1979, au même moment que 3 Mile Island. Et en fait, ce qui s'est passé sur ces territoires du Nouveau-Mexique ont été complètement tus et on n'a parlé que de 3 Mile Island, alors que ça a été un désastre écologique. Ça, c'est moi qui le dis. Donc là, elle va nous parler un petit peu de ce que font les gens sur son territoire pour lutter. La première des choses, les gens s'informent plus. Par le passé, beaucoup d'informations étaient censurées. Donc là, elle nous montre un agneau qui est né dans cette communauté où s'est produit la fuite. C'est une des zones les plus contaminées de la réserve. Et on voit l'impact sur l'animal, et tout maigre. Et c'est pas seulement sur l'animal, c'est aussi sur les personnes, car ils se nourrissent de moutons. Ça touche donc à des questions plus larges de droit à une nourriture saine, de droit à se reproduire, de droit de la femme, des enfants. Et donc les problèmes liés à l'extraction de l'uranium se retrouvent dans toutes les autres luttes aujourd'hui. Alors là, il nous montre l'intestin d'un mouton. Nous mangeons toutes les parties de l'animal, enfin presque. Nous utilisons la laine, etc. Mais la partie qui est jaune sur cet intestin est censée être blanc. Donc les gens qui habitent dans ces zones hésitent beaucoup à manger la nourriture. C'est la même inquiétude pour les plantes. Mais en tant que peuple autochtone, nous ne quitterons jamais cette terre. Ce n'est pas une option pour nous de quitter le territoire des montagnes sacrées. Donc nous vivons avec ce type de contamination. Et on commence à avoir des études sur tout ça, des études scientifiques. La plupart de nos problèmes de santé, la plupart des impacts sur les animaux, sur les analyses d'eau n'ont pas été faites, mais ça commence un peu à bouger. Donc, en fait, là maintenant, elle va essayer de nous voilà, comment elle essaye de lutter contre ce colonialisme nucléaire. La première chose à faire est de s'éduquer par soi-même. Je sais que les gens de mon peuple souvent n'ont pas de mots pour décrire ces choses et n'ont pas de données. Donc on a initié un projet de surveillance. Nous fournissons des compteurs Geiger aux personnes des communautés qui n'ont pas assez d'argent pour les acheter et nous leur apprenons comment s'en servir. Nous faisons tout ça gratuitement
grâce à des dons. Le projet n'est pas subventionné par des grandes fondations parce que nous voulons garder le contrôle de notre travail. Une autre façon de partager l'information est de la décoloniser. Nous créons nos propres visuels. Une autre question sur laquelle je travaille, c'est une lutte qu'on appelle pas de transport. Elle montre une ligne rouge qui traverse la carte. C'est une voie de transport d'uranium. Donc il y a une mine d'uranium dans le Grand Canyon et les compagnies veulent faire traverser le territoire à ces déchets. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de contrôle légal sur nos montagnes, ni sur le transport de déchets radioactifs sur notre territoire. Notre tribu a une loi contre le transport de déchets radioactifs, mais c'est quelque chose qui est sous le contrôle de l'État. Et aussi, les lois fédérales sur le transport de matières radioactives se basent sur certains principes de l'AIEA, Agence internationale d'énergie atomique, ce qui est incroyable, que l'AIEA ait une quelconque compétence sur les territoires autochtones. Donc on travaille pour arrêter tout ça et c'est une lutte très difficile. Il semblerait presque plus facile d'arrêter l'extraction proprement dite que le transport. Donc on fait beaucoup d'informations auprès des gens et nous travaillons avec d'autres tribus. En tant que Diné, on travaille et on est voisins avec les Havasupai, les Yu, les Pueblos. Et nous nous focalisons sur le fait de travailler avec d'autres peuples autochtones. Elle parle très très vite, elle a beaucoup de choses à dire et elle a bien raison. Donc elle montre une photo où ils sont devant le site de White Mesa. Donc c'est la seule usine de traitement d'uranium qui fonctionne aujourd'hui aux États-Unis. Et donc là, ils sont en train de faire des mesures. Donc ils sont en train de faire des mesures sur la route. C'est un endroit qu'un camion a déversé de matière radioactive et ils ont fait pendant la nuit en fait ils ont brûlé ce qu'ils avaient déversé sur la route. Donc ils font des mesures. Donc il y a une photo de eux avec les Havasupai. Ils habitent à côté de la mine et ils sont inquiets car toutes les mines autour du Grand Canyon auront un impact sur leur eau. Pas seulement ils sont très inquiets sur les effets sur leur santé, mais aussi sur l'utilisation de l'eau pour les cérémonies. C'est tout ça qui les inquiète. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les Havasupai. C'est une tribu d'Indiens qui vit dans le Grand Canyon. Havasupai, ça veut dire le peuple des eaux bleu-vertes. C'est un paradis sur Terre. C'est absolument sublime et c'est en fait voilà, complètement pourri par toutes ces mines d'uranium. Je vois que le temps passe. On va essayer sur la chaîne YouTube du collectif antinucléaire de vous mettre l'enregistrement complet de ce qu'a dit Léona. Pour moi, c'est des témoignages très très importants parce que ce sont des gens qui, comme elle l'a dit, qui vivent dans ces territoires et qui ne peuvent pas les quitter. Voilà, ce sont des terres sacrées. Il n'est pas question d'en partir. Donc on les empoisonne. Plus tard dans l'enregistrement, Léona parle de racisme environnemental. Hein. Il se trouve par exemple des exemples qui ont été cités souvent dans les mines d'uranium où quand l'explosion se produisait, c'était les Indiens qu'on envoyait en premier dans les galeries exposées
à toutes à toute la radioactivité. Donc on en est là aujourd'hui. Tout ça, ça vaut pour la colonisation du territoire, ça vaut pour les mines d'uranium au Niger, dont nous dépendons largement pour nos centrales nucléaires. Ça vaut pour les mines d'uranium abandonnées en Corrèze, en Creuse, qui sont pas nettoyées. Et partout, on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire que les stériles des mines d'uranium sont utilisés pour construire des maisons. Ça se passe au Nouveau-Mexique, dans les tribus, voilà. Et comme, en tout cas, elle dit plus tard aussi dans sa présentation que évidemment les anciens, les Indiens, les tribus autochtones ne parlent pas anglais et parlent encore moins le langage des experts, des nucléocrates et même des experts antinucléaires. Voilà, son témoignage était important. C'est une femme jeune, de couleur, et elle nous explique qu'il faut absolument aller sur place, tisser des liens, parler avec les gens qui sont qui sont isolés, colonisés, enfermés dans ces territoires. Et puis pour terminer, j'ai pris quelques petits extraits de la sagesse indienne. Allez, au hasard. Ah ben voilà, en voilà une. On va finir là-dessus. L'homme blanc, c'est une lettre des Indiens Hopi au président Nixon en 1970. L'homme blanc, dans son indifférence pour la signification de la nature, a profané la face de notre mère la Terre. L'avance technologique de l'homme blanc s'est révélée comme une conséquence de son manque d'intérêt pour la voie spirituelle et pour la signification de tout ce qui vit. L'appétit de l'homme blanc pour la possession matérielle et le pouvoir l'a aveuglé sur le mal qu'il a causé à notre mère la Terre dans sa recherche de ce qu'il appelle les ressources naturelles. Et la voie du grand esprit est devenue difficile à voir pour presque tous les hommes, et même pour beaucoup d'Indiens qui ont choisi de suivre la voie de l'homme blanc. Merci Sidi à la technique. Et puis vous pourrez retrouver toutes nos vidéos et celles-ci qu'on va essayer de mettre en entier sur notre chaîne YouTube Collectif Antinucléaire 13 et en podcast aussi sur Radio Galère. Et merci à Radio Galère d'accueillir la demi-heure réactive depuis bientôt 7 ans.